Hello World, c'est le chat de la chaîne Code avec le chat, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai lancé mon activité de développeur indépendant en tant que développeur freelance et j'aimerais qu'on débriefe ça ensemble, toi et moi, parce que ça fait un an maintenant que je suis développeur freelance. J'ai lancé mon activité en octobre 2021, on est actuellement en octobre 2022 et j'aimerais qu'on fasse un retour ensemble sur comment s'est passée mon année, mais aussi j'aimerais répondre à plusieurs questions que peut-être tu te poses. L'an dernier, avant de lancer mon activité, avant de me lancer en tant que développeur freelance, je me posais trois questions. En tout cas, parmi les plusieurs questions que je me posais, il y en avait trois qui ressortaient. Comment trouver des clients, comment gérer la partie administrative et comment me vendre sur le marché du travail. Maintenant que j'ai travaillé pendant un an en tant que développeur freelance, j'aimerais répondre à ces questions avec toi, mais avant tout, j'aimerais aussi qu'on parle de mon année. J'aimerais parler avec toi de deux expériences que j'ai eues pendant mon année euh, pour te les débriefer parce qu'elles étaient vraiment intéressantes. Elles étaient vraiment intéressantes du point de vue d'un développeur, et je pense qu'elles peuvent être intéressantes aussi pour toi, pour comprendre comment on intègre une équipe et comment se passe le fonctionnement d'une mission en tant que développeur freelance. La première mission dont on va parler, c'est une mission que j'ai faite dans une agence de e-commerce. C'est une agence qui vend des sites e-commerce propulsés par la technologie Shopify. Et leur promesse, c'est de vendre des sites aussi rapides que des sites faits avec des technologies modernes comme React, Vue ou Angular, mais from scratch, donc à partir de zéro, custom, et avec les avantages que l'API Shopify propose, donc la gestion des produits, des collections, de la currency, c'est-à-dire euro, dollar, pound. Donc voilà, ça c'est le topo de eux, qu'est-ce qu'ils font. Et j'ai intégré leur équipe en tant que développeur front-end pour un client de vente de prêt-à-porter de luxe. Donc c'est un site qu'on devait finaliser pour la Fashion Week. En tout cas, la première partie, disons le MVP, donc le produit minimum, donc le site avec le minimum de fonctionnalités qu'on peut mettre en route pour le début de la Fashion Week, donc en mars 2022. Et on a travaillé ensemble, du coup, sur une période de 6 mois où j'ai intégré leur équipe. Ils avaient une équipe, eux, de 3 développeurs pour l'équipe technique, parce que le design, c'est pas eux qui le faisaient. Ils étaient en relation avec un autre client, ils étaient en relation avec une autre agence qui produisait le design pour le client et qui l'envoyait à cette agence-là qui, elle, produisait le code. Donc, il y avait un développeur front-end, qu'on va dire lead front, et un autre développeur full stack qui faisait plus la partie back-end. Donc, moi, j'ai été intégré dans l'équipe en dessous du lead front, qui me distribuait les tickets, les tâches, et ensemble, on s'organisait. Alors, j'ai bien aimé cette expérience parce que c'était une expérience déjà humaine, une bonne expérience pour moi. J'ai intégré une équipe avec des personnes qui étaient vraiment sympathiques. Sur ce point-là, c'était vraiment OK. Et aussi parce que j'ai été confronté à de nouvelles problématiques, donc les problématiques e-commerce, donc gestion des produits, des collections, le parcours utilisateur e-commerce, tout ce qui va être, toutes les problématiques en fait qui vont être liées au métier e-commerce. Et donc ça, c'était vraiment intéressant. Leur stack aussi technique, c'est-à-dire que les outils qu'ils utilisaient pour développer site internet, eux, ils étaient en TypeScript, Liquid pour le templating. Le templating, c'est tout ce qui est HTML. Donc Liquid, c'est la technologie fournie par Shopify. Et Tailwind pour le CSS. Donc TypeScript, c'était vraiment intéressant parce que c'était ma première expérience en TypeScript. J'avais pas fait de TypeScript dans le cadre professionnel avant. Et du coup, rester 6 mois sur un projet en TypeScript, sachant qu'il n'y a pas de framework par-dessus, donc pas de React, Vue ou Angular, donc pas de framework de JavaScript front-end, c'est quelque chose qui te forme pour l'avenir. Donc 6 mois en TypeScript, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. J'ai acquis des compétences en TypeScript non négligeables. Donc ça, c'est vraiment super important. C'est à chaque fois qu'on a une nouvelle mission, essayer de prendre des compétences et pas repartir avec le même bagage avec lequel on est venu, mais repartir avec un bagage plus gros. Et la deuxième expérience dont laquelle on va discuter ensemble, c'est une expérience qui était dans une startup française qui travaille avec la blockchain. Alors en fait, eux, leur promesse, c'est de dépolluer les océans grâce à la blockchain. C'est une startup qui s'appelle Aquaverse. Alors, ils ont sorti une série de 9 999 NFT qui leur a permis de lever de l'argent. Et avec cet argent, ils ont investi dans les aquacultures d'éponges de mer. Donc, les aquacultures d'éponges de mer, c'est quoi? C'est comme des fermes, comme nous, ce qu'on fait les fermes terrestres avec des moutons, mais avec des animaux marins. Et dans ces cas-là, c'est les éponges de mer, parce que les éponges de mer, ça permet de filtrer les microplastiques et les métaux lourds. Donc, c'est un projet à but écologique que moi j'ai intégré. Et pour eux, j'ai dû développer leur site internet en collaboration avec l'équipe qui était déjà en place.
Donc on a développé un site internet entier avec des fonctionnalités particulières, une marketplace pour les NFT, une page de stacking des NFT sur les pools, euh, une page de récompense après le stacking sur les pools, une page aussi de récompense, de récupération d'une autre série de NFT qui s'appelle les Rise of the Guardian. Donc c'était vraiment une expérience aussi excellente. Donc l'équipe top, les gens avec qui j'ai pu travailler, que j'ai pu rencontrer dans cette startup, c'était vraiment des bonnes personnes, des personnes avec qui je suis encore en contact actuellement. La technologie avec laquelle ils travaillaient était vraiment super intéressante aussi parce que c'était du Vue 3. Moi, j'avais pas fait de Vue 3 dans le cadre professionnel, c'est-à-dire que quand Vue 3 était sorti, comme tout le monde, j'ai eu l'API et j'ai eu le temps de m'enseigner dessus, mais travailler sur du long terme, plusieurs mois, dans un cadre professionnel sur du Vue 3, c'est quelque chose aussi qui est non négligeable parce que je suis ressorti du coup de cette expérience avec cette nouvelle compétence-là. Donc eux, leur équipe, elle se composait d'un designer, d'un développeur back-end, d'un lead front et d'un DevOps pour l'équipe produit. Et il y a eu un développeur front-end aussi qui est venu et qui est reparti en cours de route. Donc c'était une équipe qui était un tout petit peu plus grande et avec le métier de designer intégré, avec le métier design intégré directement dans la boîte. Donc les échanges avec les designers sont plus simples. C'était aussi une expérience particulière parce qu'il y avait tout le volet écologique, c'est-à-dire que le métier de l'entreprise, c'était un sujet vraiment intéressant et qui m'a permis aussi de développer des connaissances sur le Web3, la blockchain, les NFT, les différents types de blockchain, de prendre vraiment beaucoup de connaissances et de m'intéresser à ce milieu-là. Et d'acheter des NFT aussi, parce que j'ai acheté des NFT de leur boîte, donc ça c'est intéressant de mettre un premier pas dans ce monde-là et de comprendre, c'est-à-dire d'acheter un NFT, de comprendre quelle est l'entreprise qui est derrière, qu'est-ce qu'ils font, comment ça va évoluer dans le temps. Donc vraiment en plus au cœur de l'entreprise, donc ça c'est vraiment intéressant. Et donc juste avec ces deux expériences-là, tu comprends que mon année en tant que développeur freelance s'est très bien passée. Au cours de cette année, j'ai dû travailler, disons, 10 mois sur 12, donc à peu près la même chose qu'une personne salariée en CDI qui aurait 5 semaines de congé, mais j'ai eu un peu plus de temps, disons, 2 mois pleins sans travailler. Donc reprenons là où on était au début avec les questions qu'on se posait. Comment trouver des clients, comment gérer la partie administrative et comment se vendre sur le marché du travail. Alors les questions sont tous liées entre elles. Commençons par la partie administrative parce que c'est le plus simple. La partie administrative, ce que je te conseille toi, c'est de te mettre en auto-entrepreneur. Donc c'est un statut administratif qui te permet d'avoir très peu de paperasse à faire. Donc pour vulgariser, à chaque trimestre, tu donnes 25% de ce que tu as gagné à l'État. 22,2% d'impôt sur les sociétés. Et si tu fais la demande de versement libératoire sur l'impôt sur le revenu, tu peux donner ton impôt sur le revenu en même temps, qui est de 2,2%. Donc on arrondit à 25%. Parce que ça fait 24,4%, mais on te demande toujours 50 € ou 40 € en plus pour des choses diverses qui vont être liées à la région où tu habites, donc des cotisations spéciales pour les entreprises qui sont des cotisations locales. Donc on compte 25%. Donc ça, c'est pour l'administratif. Tu ouvres une auto-entreprise. Avec cette auto-entreprise, ça te permet de travailler. Tu auras un numéro de siret que tu vas indiquer sur ta facture. Et sur ce que tu vas facturer tous les trimestres, tu donnes 25% à l'État. Moi, je te conseille personnellement de faire le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, parce que ça simplifie les démarches administratives, ça permet de regrouper tous les versements que tu as à l'État, au lieu de différencier ta personne et ton travail. Après, chacun fait comme il le veut. Par contre, si tu veux le faire, il faut savoir que tu ne peux pas le faire après que tu aies créé ton auto-entreprise. Il faut que tu le fasses, faut que tu le demandes au moment où tu la crées. Tu peux aussi créer une société type SASU, SAS, EURL ou que sais-je. Donc ça va vraiment être une société où du coup en auto-entrepreneur tu es ta propre société, mais là tu vas vraiment devenir salarié de cette société. Donc là c'est totalement différent parce que tu dois te verser des salaires, payer des cotisations sur ce salaire. C'est toute une administration dont moi j'ai pas les connaissances. Et ce que je te conseille, c'est pour la première année en tout cas, et même pour la deuxième, voire la troisième, de rester auto-entrepreneur. Et en fonction de comment évoluera ton chiffre d'affaires et ton activité, tu pourras
voir si tu as besoin de changer de statut. Alors, ça, c'était pour comment gérer la partie administrative. Et pour les deux autres questions qui sont comment trouver des clients et comment se vendre sur le marché du travail, elles sont un peu liées. Donc, commençant par comment se vendre sur le marché du travail, après on verra comment trouver des clients. Donc, comment se vendre sur le marché du travail, il y a deux choses à retenir. Premièrement, c'est quel type de développeur tu es, et deuxièmement, c'est ton prix. Donc, pourquoi ces deux choses-là, il faut les retenir? C'est parce que c'est comme ça qu'on se vend et c'est comme ça qu'on recrute. Quand on est sur le marché du développement en freelance, on recrute les développeurs par rapport au projet. C'est-à-dire que tu vas devoir te vendre par rapport aux technologies que tu utilises, et plus particulièrement par rapport à la technologie que tu utilises. Moi, typiquement, je me vends comme un développeur Vue.js, et donc les personnes qui recrutent, ou moi, les annonces auxquelles je vais répondre, ça va être des annonces qui sont en recherche de développeurs Vue.js. Même si je suis en capacité de développer une application, imaginons React.js, je ne vais pas me vendre en tant que développeur React.js. En tout cas, le constat que je fais après un an, c'est que c'est plus dur de te vendre sur une technologie où tu as très peu de matière pour prouver que tu es compétent sur cette technologie. Moi, j'ai beaucoup d'expérience professionnelle sur du Vue.js. J'en ai très peu en React, voire pas du tout en React. C'est la technologie sur laquelle j'ai été formé à l'école, mais je n'ai pas travaillé dans le cadre professionnel dessus. Je sais que je suis en capacité de développer une application React.js, mais c'est très dur de se vendre sans des expériences professionnelles liées à cette technologie. Du coup, tu dois te vendre en tant que développeur Vue.js. Tu te vends plus tellement en tant que développeur JS, tu te vends plus tellement en tant que développeur front-end, ni même en tant que développeur. Tu te vends en tant que développeur front-end Vue.js. Donc, tu vas vraiment être axé sur cette techno, être appelé sur des projets qui sont sur cette techno. Et le marché nous étiquette, et donc on doit fonctionner avec ce style d'étiquette. Ça, c'est la première chose à savoir. Si tu es développeur front-end Angular, ou développeur back-end Symfony, développeur back-end Node.js, ou développeur front-end React.js, tu dois te vendre en tant que tel. Et essaye pas de tester de trouver un taf sur une autre techno, à moins que ça soit en tant que contact direct, c'est-à-dire que tu rencontres directement la personne et tu dis, moi je suis développeur front-end, c'est pas grave si ton projet il est en React, moi je suis développeur Vue, mais t'inquiète, on peut s'arranger. Là, ça, c'est beaucoup plus jouable, mais en répondant à des annonces, c'est quasiment mort. En tout cas, en tant que développeur freelance, parce que, en tant que développeur salarié type CDI, c'est beaucoup plus simple, parce que les entreprises partent du principe qu'elles vont te former. Et donc, comme elles vont te former, même si tu arrives en tant que Vue.js, tu as déjà les connaissances de comment fonctionne un composant, comment fonctionne une technologie component-friendly. Donc, typiquement, c'est encore plus simple pour faire la bascule. Et c'est de l'investissement pour eux, sur du long terme. Alors qu'en tant que développeur freelance, tu dois arriver directement compétent sur la technologie avec laquelle tu travailles. Donc ça, c'est la première chose. Pour la deuxième chose, c'est le prix. Donc le prix auquel tu vas te vendre. Il y a plusieurs tranches de prix, mais il faut savoir qu'on se vend à la journée, donc on parle de TJM, taux journalier moyen. Et pour un développeur front-end débutant, ils ont 2 à 4 ans d'expérience ou 2 à 3 ans d'expérience. En tout cas, moins de 3 ans d'expérience, ton TJM, il se situe entre 250 et 400. Donc 250 et 400, tu factures à la journée. Sur un mois, il y a à peu près 20 jours de travail. Donc à la fin du mois, tu comptes le nombre de jours que tu as travaillé pour ton client et tu notes sur ta facture, tu multiplies fois ton TJM, donc hypothétiquement 250, et ça te fait 5000. 20 fois 250, ça fait 5000. Donc tu factures à ton client 5000 euros. Donc, après, ton TJM, il est variable, ça dépend de ton expérience, de ce que tu es capable de faire, de la personne qui est en face de toi aussi. Il y a des clients qui sont amenés à payer les plus gros TJM parce qu'ils ont les plus gros moyens, d'autres qui vont essayer de négocier. Ça dépend aussi de ton profil. Moi, typiquement, à un moment, j'avais 2 propositions de mission et il y a une personne qui m'a dit nous, on peut augmenter ton TJM si tu acceptes la mission. Donc, en fait, c'est variable, mais il faut se dire qu'on est, si tu es vraiment débutant, 250, et si tu es plus débutant confirmé, 350, 400. Ça, c'est une moyenne globale. Peut-être aussi que je parle du fait que j'habite en région parisienne, mais a priori, c'est pareil partout. Et du coup, maintenant qu'on a parlé de ça, il faut parler de comment trouver des clients. Trouver des clients, c'est super important parce que c'est la base de ton activité. Pour trouver des clients, il y a plusieurs créneaux. Alors, le créneau le plus simple, ça va être Internet. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que tu n'as pas de contact au début. Donc, si tu n'as pas de contact, tu ne pourras pas
te vendre à des personnes avec lesquelles tu as déjà travaillé. Donc, Internet, le premier réseau, c'est LinkedIn. Tu te crées un profil LinkedIn. Si tu en as déjà un, tu le mets à jour. Tu mets en évidence le fait que tu recherches du travail et tu revois ta bio, ta photo de profil. Tu vérifies que tu as bien détaillé tes expériences professionnelles et que tout est bien à jour. Deuxièmement, ton CV. Un a priori que j'avais eu, c'est que les CV en tant que salarié, les CV en tant que freelance se font pareil, mais c'est pas du tout la même chose. Ce qu'on veut en tant que freelance, c'est un dossier de compétences, limite on s'en fiche qu'il soit joli, photo, nom, prénom, compétences, c'est-à-dire les technos que tu utilises, et ensuite, limite en noir sur blanc, les expériences que tu as fait, les technologies qu'il y avait dans ces expériences, exactement ce que tu as fait dans ces expériences-là. Donc typiquement, dernière expérience, j'ai travaillé chez Monsieur X, techno Vue 3. Chez ce client, j'ai développé une page produit j'ai développé une page produit, des composants liés à cette page, j'ai développé des composants intelligents qui récupèrent les informations des composants parents, enfants, j'ai développé une librairie de système, une librairie design system, voilà. Donc tu détailles exactement ce que tu as fait chez le client, que ce soit en termes d'intégration, de développement front ou de développement pur algorithmique, et vraiment avec le plus de détails possible tout en vulgarisant. C'est-à-dire que le tout, c'est que ça soit concret, qu'on comprenne ce que tu as fait, mais tu n'es pas non plus obligé de détailler à la virgule près ce qui s'est passé. Il faut qu'on puisse savoir sur quoi on est apte, sur quoi tu es apte et sur quoi on va devoir te former à un minima. Il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas forcément apte et on peut te former à un minima. Il n'y a pas de grosse formation, mais c'est voilà, ça fait que ça se passe comme ça, fais-le. Et aussi être sûr que toi, tu es en capacité de répondre aux tâches qu'on va te donner et que tu as déjà eu à faire à des tâches similaires. Donc ça, c'est super important. LinkedIn, le CV. Et ensuite, les plateformes. Pour le freelancing, ce que je te conseille vraiment, c'est la plateforme Freework. Donc sur Freework, il y a énormément d'annonces. Il y en a pour tous les goûts. Tu crées ton profil, tu t'insères ton CV, nom, prénom, et franchement, tu postules sur tout ce qui ressemble à ce que tu recherches. Tu postules en masse. Parce que arrivé à ce moment-là, il va y avoir plusieurs étapes de filtre entre toi et le client. Généralement, ce qui se passe, c'est que les entreprises n'ont pas le temps de dédier de l'argent au recrutement en interne, donc elles délèguent cette tâche-là à des entreprises qui sont en fait chargées de recruter des développeurs, ce qu'on appelle des chasseurs de tête ou des commerciales, des agents, ils ont plusieurs noms. Et ces personnes-là, elles vont te contacter, donc elles vont poster des annonces sur les divers sites, notamment sur Freework. Donc nous recherchons pour un client grand compte un développeur front-end Vue.js avec minimum 3 ans d'expérience, avec sur telle compétence. Toi, tu as répondu à cette annonce, donc quelques jours plus tard, cette personne t'appelle et elle va te dire bonjour, je suis Monsieur X, je travaille pour telle entreprise, cette entreprise est chargée de trouver des développeurs pour leurs clients, est-ce que vous êtes à l'écoute du marché ? Voilà, est-ce que vous êtes à l'écoute du marché ? Tu vas l'entendre à toutes les sauces, à tous les moments. Est-ce que vous êtes à l'écoute du marché ? À ce moment-là, tu réponds oui. On va te dire d'accord, alors vous êtes à l'écoute du marché, je vais d'abord vous présenter notre entreprise, ensuite je vais vous présenter ce que le client recherche, vous allez me présenter qui vous êtes et un peu vos expériences. Ça, c'est le premier call. Ensuite, il y a un deuxième call où là, on va revalider les choses. Et ensuite, à partir du moment de ce deuxième call, généralement, la personne qui t'a contacté propose ton profil à son client. Donc, généralement, le client ne connaît toujours pas ton existence arrivé à ce deuxième call. À partir du moment où on envoie ton CV au client, si le client ne répond pas favorablement, on ne te contacte plus. Généralement, on ne te contacte plus, ou soit on t'envoie un SMS, on te dit, ou un mail, on te dit voilà, le client n'est pas d'accord, bye. Si le client répond favorablement à ton CV, à ton profil, alors là on va t'envoyer un coding game. Généralement c'est ce qui se passe. Si tu as de la chance, on t'envoie pas de coding game, tu vas directement en entretien technique. Sinon on t'envoie un coding game. Donc un coding game c'est encore une étape de filtre, c'est pour filtrer les développeurs plus débutants par rapport à ce qu'a besoin le client en question. Et donc c'est un test technique de développeur, tu le fais, si tu le réussis, tu passes à l'entretien suivant qui va être un entretien avec le client direct, si tu le passes pas, c'est terminé. Donc, arrivé à cet entretien-là, généralement, c'est un entretien technique. Donc, soit c'est un entretien technique et un entretien personnel en même temps, soit c'est un entretien personnel en premier et ensuite un entretien technique, donc 2 entretiens bien distincts.
Donc, prenons cette hypothèse-là. Premier entretien, tu vas te représenter exactement ce que tu as fait avec le commercial, mais avec le client. Le client va représenter la boîte, ce que le commercial t'avait exactement fait avant, mais c'est pas grave, ça permet d'avoir plus de précision, comment travaillent les équipes, comment sont faites les équipes, quel est le workflow. Vraiment, tu vas avoir toutes les précisions qui vont être nécessaires à ta prise de poste. Et ensuite, si ça a bien matché, il va y avoir un dev ou un lead dev, ou en tout cas un profil technique qui va venir en call avec toi, un autre entretien donc, et qui va te poser des questions. Soit il te pose des questions, soit il te fait faire un petit test en direct, mais généralement c'est plus des questions, donc c'est un échange technique. Des questions typiquement, qu'est-ce que ça peut être, comment, comment on envoie une information d'un composant parent à un composant enfant en Vue.js, comment on envoie aussi une information d'un composant enfant à un composant parent en Vue.js, quelle est la différence entre une state et une computed et une méthode en Vue.js, à quoi sert le store, voilà, donc des questions comme ça, c'est un échange technique, généralement vous vous répondez, la conversation est fluide, si tu connais ton sujet, la conversation est fluide, et elle te paraît pas si technique que ça, mais c'est vraiment un échange technique pour tester tes compétences. Le plus généralement, les entreprises font en sorte que ce soit un échange très cordial, vraiment elles te mettent à l'aise parce que ce qu'ils recherchent, c'est à te faire entrer dans leur équipe, mais ne pas oublier que tu es face à un client et que tu dois faire une bonne présentation et bien répondre aux questions. Donc ne va pas dans ce style d'entretien si tu n'es pas compétent sur les technologies avec lesquelles tu vas devoir répondre aux questions. Sur Freework, et de toute façon, ça se passera toujours comme ça quand tu vas avoir affaire à des commerciaux, que ce soit sur Freework ou sur Welcome to the Jungle ou sur d'autres sites comme ça, ou sur LinkedIn aussi, parce que sur LinkedIn, les commerciaux vont aussi venir t'envoyer des messages sur ta messagerie. Mais il y a d'autres types de plateformes. C'est des plateformes qui vont être exclusivement réservées aux freelance, comme Malte, où là tu vas mettre ton profil de développeur freelance. Le client, lui, va venir rechercher tout seul ton profil, et du coup tu vas directement rentrer en contact avec le client via la plateforme, et les paiements sont faits via la plateforme. En fait, le client paye la plateforme te paye derrière. Tous les paiements sont sécurisés, ça permet de mettre de la sécurité entre les deux acteurs et de la transparence. Donc c'est une méthode qui est aussi intéressante. Par contre là, c'est vraiment une stratégie d'attente. Tu postes ton profil, t'en as pour une semaine, 2 semaines avant qu'il y ait les premiers contacts. Ou sinon, Malte, eux, ont un programme de mise en relation de clients avec freelance. Et donc Malte peut booster ton client et envoyer directement des offres de clients dans ta messagerie, mais c'est pas le client qui t'aura choisi dans ces cas-là. Donc il faut que tu te représentes au client et que tu réengages la conversation. Et il faut savoir que Malte fait ça avec beaucoup de freelance. Moi, typiquement, je vais chercher une mission avec un collègue à moi sur une même période, et on a reçu la même mission Malte par rapport à son programme de mise en relation des clients avec les prestataires. Et du coup, ça nous avait fait beaucoup rire parce que finalement, on avait eu la même mission et ça nous était arrivé 2 fois d'affilée. On était tous les deux positionnés en tant que développeurs JS sur la plateforme. Donc quand tu reçois un message, déjà que ce soit d'un client, c'est possible que lui aussi l'envoie à d'autres développeurs, même si généralement les clients vont contacter 1 ou 2 développeurs, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Mais quand tu reçois quelque chose qui vient directement de Malte, sache qu'il l'envoie à 15, 20, 30 développeurs. C'est des pools de développeurs à qui ils envoient la même mission. Dans tout ce que je t'ai dit, il faut savoir que la majorité des choses, c'est que c'est le client final qui est avantagé. C'est généralement, que ce soit des plateformes ou des commerciaux, des acteurs qui sont au service du client final et qui ne sont pas au service de toi. Moi, ce que je te conseille, c'est de trouver des entreprises qui vont être au service du développeur et non pas du client final. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on se met au service de la personne qui paye. Même si c'est toi qui vas créer la valeur via ton travail, comme c'est la personne qui paye, finalement, souvent les acteurs sont au service de cette personne-là. En tout cas, du client, enfin de cette entité-là. C'est pas forcément une problématique, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il faut le comprendre pour avoir une bonne vision sur quels sont les rapports que tu vas avoir avec ton commerciaux, quels sont les rapports que tu vas avoir avec l'entreprise qui est intermédiaire entre toi et le client, et quels sont les rapports que tu vas avoir avec le client final. C'est extrêmement important parce que il faut comprendre comment fonctionne ce système. Mais si
si tu te comportes bien et que tu travailles bien, il n'y a pas de souci avec ça de toute façon, parce que comme c'est toi la force de travail et que ça coûte très très cher de recruter un développeur, les choses sont faites en sorte pour te mettre extrêmement bien à l'aise et faire en sorte que tu restes longtemps dans l'entreprise que tu vas intégrer, parce qu'à partir du moment où tu intègres l'entreprise et que l'entreprise, enfin que tu intègres au workflow et que c'est OK pour toi une entreprise, alors je dirais généralement entre 3 et 6 mois, c'est-à-dire qu'il te faut à peu près 3 et 6 mois pour savoir si tu vas bien dans l'entreprise et si tu vas bien rester dans l'entreprise ou si ça se passe mal entre toi et l'entreprise. Si ça débute mal, tu peux vite corriger la trajectoire entre 3 et 6 mois. Si ça débute bien, tu peux vite aussi redescendre entre 3 et 6 mois. Généralement, après 3 et 6 mois, les deux acteurs savent s'ils vont bien collaborer ensemble. Donc, passer ce temps-là, le but que ce soit de ton commercial ou du client final, c'est que tu restes un maximum de temps dans cette entreprise. Donc, il n'y a vraiment pas de négativité, de mauvaises pensées, je sais pas, de vileté dans ces échanges-là. C'est vraiment tout fait pour que tu sois au maximum bien pour rester dans l'entreprise. Voilà. Mais il faut quand même comprendre que ces acteurs-là sont au final au service du client final. C'est très important dans la compréhension des choses. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que je pouvais dire. J'ai eu une belle année en tant que développeur freelance. Là, je me lance sur ma 2e année. J'espère que ça va bien se passer aussi. Toi, si ça t'intéresse de te lancer en tant que développeur freelance, sache que, à mon avis, il faut à minima 1 an ou 2 d'expérience pour que ça soit simple, enfin, pour que tu rentres bien sur le marché du travail. Après, si tu veux te lancer avec 0 expérience, tu peux y arriver aussi, parce qu'en fait, c'est le marché de l'offre et de la demande. Si tu trouves un client qui a besoin d'un développeur et que toi, tu es développeur, si ce client n'en trouve pas et que tu es le seul, ils vont te prendre toi. Par contre, ça sera beaucoup plus compliqué pour toi. Tu vas devoir ajuster sûrement tes tarifs. Tu vas être confronté à des problématiques qui vont être liées au métier du service que ton client utilise, qui vont être compliquées à gérer tout seul. Donc, je te conseille vraiment d'avoir fait au moins du CDI, de l'alternance, plus que des stages ou rien, quoi. Au moins d'avoir vraiment travaillé, intégré des équipes, que ce soit une agence, une start-up, un grand compte, mais d'avoir vraiment travaillé avant de te lancer en tant que freelance. Parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer en tant que freelance, dont on discutera dans une prochaine vidéo, parce que cette vidéo est vraiment dédiée à un débrief et à des conseils pour toi si tu veux te lancer en tant que freelance. Mais après, on pourra parler des problématiques liées au métier de freelance, ou pas forcément des problématiques, mais des différences aussi qu'il y a entre un freelance et un salarié, parce que ce sont deux choses qui sont complètement différentes. J'espère que tu as aimé cette vidéo, que ça t'a apporté beaucoup de réponses aux questions auxquelles tu posais, que tu as passé un agréable moment. Laisse-moi un like si tu as aimé la vidéo, et même si tu ne l'as pas aimé, laisse-moi un like. Un commentaire aussi pour me demander ce que tu aimerais par exemple que je fasse comme prochaine vidéo. Et abonne-toi à la chaîne si tu veux attendre les prochaines sorties. On va sûrement parler de développement freelance entre nous, et je vais aussi organiser des vidéos de tutos de code, notamment sur Vue.js 3. Je sais que beaucoup attendent que je reprenne la série sur le développement du site du Burit avec Vue 3, mais la problématique c'est qu'entre temps j'ai fait du dev dans le milieu professionnel, et le dev Vue 3 que je faisais en tuto et le dev que maintenant je fais avec le milieu professionnel, ça n'a plus rien à voir, et j'aimerais justement qu'on refasse cette série de vidéos ensemble avec les nouvelles informations, les nouvelles compétences que j'ai. Donc je te souhaite une bonne journée, bon courage, c'était le chat de la chaîne Code avec le chat.